Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la review du chapitre 1093 de One Piece qui fait suite aux événements du chapitre précédent. Allons-nous avoir des éléments de réponse suite au combat Amiro, Yonko, Luffy, Kizaru, Pro-Amiro, Pro-Yonko, et Shiroda est un petit peu plus subtil que ça. Il y a pas mal d'éléments que je vais développer concernant cet affrontement qui n'est pas uniquement lié à la puissance, et c'est important de le dire. Kizaru, c'est un Logia, ce qui n'était pas le cas de Kaido, donc ça offre d'autres perspectives au niveau attaque, au niveau défense, et même au niveau des objectifs. Kaido voulait se battre contre Luffy, Luffy voulait se battre contre Kaido. Pour Kizaru, c'est un peu différent. Son objectif principal, c'est pas de battre, de combattre, de mettre KO Monkey D. Luffy, mais bien de détruire le Dr Vegapunk. C'est en ça que la construction de cet affrontement peut être mis difficilement en parallèle avec l'affrontement entre les deux Yonko qu'on a eu sur le toit de Nigashima. Bien sûr, si tu aimes cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, vous êtes de plus en plus à vous abonner, c'est des choses qui reprennent. Pendant un moment, j'étais sur un long plateau comme ça avec personne qui s'abonnait, puis là, ça monte, donc je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ici, il y a de l'analyse, ici, il y a la construction, ici, il y a des théories, ici, il y a de la narration pour te raconter un peu ce qui s'est passé dans les différents chapitres de One Piece que tu suis chaque semaine. Aussi, partenaire, Akemi, figurine, il faut que je lance ce concours, ce que je ferai directement après cette vidéo, pour pouvoir gagner une figurine One Piece, 4 boosters et un tome. Voilà, c'est cadeau la famille. Tu vas sur Twitter, tu t'abonnes, tu suis, etc. Tu connais, tu as la description directement dans la description des vidéos, puis aussi on prend en commentaire épinglé. On fait les choses bien. À propos du chapitre, on est sur l'envahissement de cette île d'Exhit par la marine, et il y a plusieurs subtilités un petit peu à comprendre et qui sont directement délivrées dans ce chapitre. À la fin, on parlera un petit peu du combat entre Kizaru et Monkey D. Luffy, parce que je sais que c'est vous qui faites ça, vous qui savoir qui a raison, qui est le plus fort, etc. Migro, Yonko, est-ce que Luffy a été blessé, machin truc. Mais avant, on va parler du mécanisme de cet arc qui va tourner autour du contrôle des pacifistas, et une des stratégies de ceux qui essayent de sauver, c'est de reprendre un petit peu la main sur ces robots-machines pour pouvoir un petit peu aller au bout des objectifs. Pour le Dr Vegapunk, Luffy, etc., le but est de se sauver, d'aller directement sur l'île d'Elbaf, et pour ça, ils doivent occuper les marines, et pour cela, il faut absolument reprendre le contrôle de ces clones de Kuma, et pour ce faire, eh ben, il y a une règle simple, c'est qui a le contrôle directement des pacifistas. Vous le savez comme moi, il y a une hiérarchie, hein. Il y a la télécommande que Sentaru avait, qui a été volée par Kizaru. Il y a les Dr Vegapunk eux-mêmes. Je crois que, bon, sur un pied d'égalité, tu as tous les Dr Vegapunk, et puis tu as Stella un petit peu au-dessus. Et ce qu'ils savent pas, ce qu'ils ne paraissent pas savoir, et c'est normal, c'est que, je pense qu'ils savent qu'au-dessus il y a le Gorosei, mais ils savent pas qu'il y a un membre du Gorosei directement sur ce bateau, ce qui commencerait à expliquer un petit peu dans cet arc et dans la construction pourquoi est-ce que Saturne est présent. La question que je me pose in fine et auquel vous allez pouvoir aider à me répondre directement, c'est si pour vous et pour beaucoup de personnes, les 5 personnes du Gorosei sont les plus puissantes du gouvernement et ou de la marine, on parle pas pour l'instant des cavaliers divins, mais disons que s'ils sont plus puissants que les amiraux, pourquoi est-ce que Saturne ne se bat pas directement en première ligne? Je pense, moi, encore une fois, que les 5 membres du Gorosei sont avant tout des politiques, qu'ils n'ont pas une puissance supérieure à ceux des amiraux, et que s'il est là scénaristiquement, c'est uniquement pour avoir un petit peu une reprise des pacifistas dans les chapitres à venir, pour avoir un petit peu un retournement de situation dans le prochain chapitre. C'est très certainement ce qui va arriver, en vue de la dernière case où on voit Saturne qui est là, juste après que Atlas ait commencé à donner le premier ordre, à reprendre le contrôle sur les pacifistas. Donc au niveau du terrain, au niveau du field, la bataille devrait s'organiser autour de ça. Une des choses sur lesquelles on va de manière de plus en plus précise, c'est le rôle de Jawale Boni. Alors déjà, je ne me rappelais plus qu'elle était capable de vieillir ou de rajeunir les différentes personnes qui étaient autour d'elle. On dirait un éveil de fruits. Quand on la voit, on dirait que le fruit lui permet à elle donc de rajeunir ou de vieillir, etc. C'est normal, mais le fait qu'elle puisse l'appliquer à d'autres personnes extérieures, d'autant plus pour un paramécia, on dirait un éveil de fruits. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera développé dans ce sens-là, mais j'avais envie de le dire. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que elle a l'air quand même d'être un personnage central très fortement lié à la marine. Kizaru la connaissait, même s'il a tapé. Saturne a dit que c'était pas nécessaire de frapper cet enfant. Akainu semblait également la connaître, et là encore, on a le Dr Vegapunk qui va en première ligne, qui risque un petit peu sa vie, alors que
le but c'est quand même qu'il s'en sorte vivant, pour aller protéger Jawal Ebony, sachant que le Dr Vegapunk a travaillé depuis longtemps avec la marine. Donc quel est le lien de cette personne? Est-ce que c'est une Tenryubito? Est-ce qu'ils sont autant attachés parce que Kuma était proche quelque part de la marine lorsqu'il a été roi, lorsqu'il a été Shichibukai, lorsqu'il a décidé de donner sa vie pour devenir un pacifista? Peut-être qu'à ces moments-là, Jawali l'a accompagné, qui fait que les gens de la marine la connaissent, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache quand même derrière cela. Est-ce qu'avec le facteur de lignage du Dr Vegapunk, on pourrait rendre les gens immortels grâce au pouvoir de son fruit? Voilà, c'est une petite idée que je donne comme ça, avec ce que peut faire Dr Vegapunk avec les pouvoirs. Peut-être que ça pourrait rendre immortel une personne. Peut-être que Seimu Sama a été immortel comme ça. C'est pas une conviction de ouf, c'est une petite inspi que je te donne, mais ça pourrait être un terrain à creuser. En tout cas, elle est importante. Et la révélation qu'on a autour du personnage de Kuma va également être important dans cet arc, dans probablement la suite et la guerre au sommet. Donc voilà, soyons vigilants sur cet aspect-là et n'hésitez pas à théoriser directement dans les commentaires. On a un peu de fanservice avec quelques échanges de coups et de paroles entre Rob Lucci et Zoro qui nous apprend pas grand-chose, mais qui remet quand même la puce à l'oreille où c'est pas Zoro que Lucci est en train d'affronter, c'est un second Yonkou, et j'aime bien cette formulation parce qu'on aurait tendance des fois à l'oublier, on est tellement familier avec les Mugiwara que finalement des fois on oublie que maintenant c'est un équipage de Yonkou. Le combat que tout le monde attend et qui est beaucoup plus intéressant que ce que tout le monde veut, c'est bien sûr Luffy et Kizaru. On a pu voir la semaine dernière qu'il était capable de le saisir, chose que personne n'avait fait jusqu'à maintenant avec le personnage de Kizaru, mais normalement c'est quelque chose que tu peux faire avec le Haki, toucher, blesser, attraper un Logas qui était impossible dans la première partie de l'œuvre. Luffy le fait habilement et le balance, mais ça n'a que très peu d'effet de l'envoyer hyper loin parce que celui-ci est capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, et notamment avec des clones. En voyant les premiers spots, je me suis dit, ah tiens, Luffy transperce les clones, mais il avait attrapé Vegapunk la semaine dernière. Donc, j'avais pensé que c'était la lumière. Un problème avec la lumière. Et en fait, non, c'était des clones, donc on reste cohérent à ce niveau-là. Luffy est capable de toucher, de blesser, d'attraper Vegapunk. Celui-ci utilise de stratagèmes pour aller vers son objectif qui est de tuer, de détruire le Dr Vegapunk, en récupérant York, bien sûr, la centrale et tout le T20. Et donc, il n'a pas à cœur d'affronter directement Monkey de Luffy, quoique, en faisant directement un sabre de lumière, il a réussi à le blesser, chose que je crois Kaido n'avait pas réussi à faire. Je ne sais plus s'il a réussi à le saigner, parce que Luffy se mettait en mode cartoon à l'époque et pouvait encaisser les attaques physiques de la massue de Kaido. Donc c'est hyper intéressant de développer le rapport entre ces deux personnages et leur confrontation, sans pour autant aller dans un affrontement direct qui pourrait nous donner un indice sur l'équation qui enquiquine un peu tout le monde, soit qui est le plus fort entre un Amuro et un Yonko. On peut, dans One Piece, découvrir un affrontement différent. Il y a des objectifs, il y a des missions qui ne sont pas de la confrontation directe comme l'a été le combat entre Luffy et Kaido. Voilà tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on attend pour la semaine prochaine, bien sûr? Que Saturne rentre en action, que les Mugiwara commencent à se déplacer, le robot Vega Force One est pété, on a un réveil du robot antique, même si pour l'instant, l'auteur a décidé de ne pas mettre l'accent dessus sur ce chapitre. Peut-être que dans 2 semaines, on aura des révélations de ce côté-là. Finalement, ce robot golem, c'est peut-être lui qui va prendre la place du Vega Force 1 pour prendre le bateau et aller directement s'enfuir vers Elbaf, laissant la marine la queue entre les jambes dans leurs différents objectifs, en tout cas récupérer le Dr Vegapunk, mais il risque de récupérer la centrale, il risque de récupérer York et de pouvoir faire cette arme de prolifération et de destruction massive, j'ai bien nommé la Mother Flame. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de résumé ou d'explication narrative qui sort de ma bouche dans tes vidéos, et sinon passe une bonne semaine, on se revoit bientôt, j'adore One Piece, et lisez Jujutsu Kaisen. J'attends le chapitre pour pouvoir faire une vidéo dantesque. Allez, ciao!